Et on se retrouve maintenant avec notre invité. Et quel invité, puisqu'on a la chance d'avoir un champion olympique autour de la table. Il est bien sûr également le coach du Fréjus Var Volley. Il a eu une campagne extraordinaire cet été avec les volleyeurs français. Rebonjour, monsieur Loïc Géller. Salut. Mais dis-moi, moi j'interviens de suite. Montre la médaille. Ah mais non, on l'a pas, tu sais. Bah ouais, je sais. On la recevra un peu plus tard pour la fédération. Bon, super. Voilà. Du coup, ils vont faire une réplique pour les c'est ça. Bah, c'est ça génial. pour tous ceux qui l'ont pas eu, parce que c'était prévu par le Comité national olympique, uniquement pour les 12 joueurs D'accord. acteurs. Voilà de ces jeux, même le 13e qui était là. Alors ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Voilà, ils ont réussi à se battre justement sur le protocole pour faire en sorte qu'ils puissent monter sur le podium. C'est parce que bien. C'est Trevor qui lui donne prévu. sa médaille d'ailleurs. Oui, après pour faire les photos, voilà, on s'est Voilà, tous passés forcément, ouais, mais évidemment. non, il y avait que 12 médailles. Ouais. Bon bah tu le sais, on va parler beaucoup de cette magnifique médaille et aventure que tu as vécue avec l'équipe de France. On viendra également parce que tu as une belle saison qui t'attend. Je pense que tu n'as pas eu le temps de trop te reposer, que déjà tu es reparti. Voilà, c'est ça. Donc on va parler également des ambitions du Fréjus Var Volley. Et pour ça, on va commencer d'abord avec ces JO, avec Julien. Vas-y, cuisine-le. Eh ben, bonjour Lâche-toi. à tous, bonjour Loïc. Salut, mon Juju. Ouais, bah oui. Alors, Pourquoi essaie un peu? ces JO, c'était une réussite de la vie de tous, même si on est français, qu'on aime bien râler. De l'intérieur, comment ça s'est passé? Comment t'as vécu cette aventure? Ouais, bah écoute, ça nous explose un petit peu au visage là en rentrant sur Terre, on va dire, parce qu'on a vraiment été dans une bulle pendant ces JO. On s'est beaucoup préparé justement pour vivre l'événement et pouvoir rester performant à 300% pendant cette période-là, parce qu'on sait que c'est un contexte voilà où potentiellement on peut être parasité par beaucoup de choses et on voulait voilà pas juste, du coup passer à côté de l'événement et être à fond quoi et donc en inside si tu veux on l'a vécu voilà un peu au jour le jour, nous à suivre notre fil rouge, un petit peu la tête dans le guidon en fait, sans regarder un peu tout ce qui se passait autour et on commence maintenant voilà à mesurer vraiment l'impact de ce qu'on a fait au travers voilà des retours de tout le monde autour en fait. Alors, tu sais, je suis un peu le piment de l'histoire et je vais rembobiner. Dis-moi, comment vous avez préparé ça, vous, le nouveau staff, alors qu'il y avait Monsieur Tilly qui était déifié pour les raisons qu'on connaît tous, pour vous intégrer, pour faire en sorte, avec diplomatie, d'imprégner votre patte et faire en sorte que les joueurs adhèrent à votre projet. Ça m'intéresse de le savoir. Bah, si tu veux... de passer après Laurent, c'est très compliqué. Ah oui, j'imagine. Voilà, t'es champion olympique pour la première fois. Après, ce qui est plus facile, c'est que t'as en main une équipe. T'as un diamant. Voilà, qui a se très peu connaît bougé. énormément, qui sait déjà jouer ensemble. Si tu veux, c'était surtout à nous de s'adapter à eux et ensuite d'y mettre un petit peu notre patte gentiment. En fait, c'est d'ajouter notre identité de staff à leur identité d'équipe de joueurs. Comment t'as fait? Pour faire une union sacrée. Ouais, en fait. un cocktail magnifique qui a abouti à ce qu'on a vu. Comment on a fait comme tout le monde, hein, essais-erreurs, à avancer, à tenter des choses, à se planter. L'été dernier n'a pas été glorieux, oui. On peut le dire. Voilà, facile. Vous aviez été remis en cause. En même temps, il a été très précieux parce qu'il a permis vraiment d'affirmer ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait pas faire. Et voilà, et prendre des décisions en fonction. Et en même temps, je pense qu'on a réussi aussi à investir pour les joueurs l'été dernier, parce qu'on leur a donné du temps. Ça faisait je sais pas combien d'étés qu'ils n'avaient pas eu de temps justement pour eux, pour souffler un petit peu, pour faire souffler les corps, pour faire souffler les têtes. C'est sûr qu'au final, on a été un petit peu court du coup sur nos performances. Mais je me demande en quel point ça leur a pas permis derrière de faire une grande saison en club et d'enchaîner derrière sur l'été qu'on voulait. Il y a eu la Ligue des Nations également. Juste avant, vous gagnez la Ligue des Nations. Derrière les Jeux Olympiques, ça a été un été pour toi extraordinaire. Ouais. Au final, en termes de résultats, ça a été fantastique. Et voilà. Et tout le chemin pour y arriver,
ça n'a pas été une longue rivière tranquille, on va dire. J'imagine. Mais non, du coup, ça rend les choses encore plus belles. Et alors, toi qui es entraîneur de Ligue B, comment tu as fait pour qu'il doit arriver et que ça se passe nickel, comme on a vu, parce qu'il y a des images, voilà, ta bonhomie. Qu'est-ce que tu mettrais en avant? Moi, me concernant, pour mon intégration dans le staff et auprès des joueurs, c'est plus, je pense, mon histoire en tant que joueur, parce que j'ai joué avec pas mal d'entre eux. Il y en a d'autres que je connais depuis qu'ils sont tout minots, que j'ai eu en détection nationale ou des choses comme ça. Donc ça a été assez naturel, on va dire. On avait déjà du lien avant de se rencontrer. Donc là-dessus, c'était facile. Et après, avec les autres membres du staff, ça s'est fait petit à petit. Et puis voilà, à montrer aussi ses compétences jour après jour, parce que on n'est quand même pas là pour jouer aux cartes. Ouais, Et à un moment donné, si t'es pas bon, tu vas ciao. rentrer chez toi. Voilà. Et voilà. Et là-dessus, je pense que j'ai su rentrer dans le costume qui m'avait taillé. Et puis on a su même le développer et puis faire en sorte que on puisse tirer le meilleur possible de l'équipe, quoi. Bon, à propos d'équipe et d'aventure, on va revenir sur le public français parce que l'Arena, 12 000 personnes, je le rappelle, c'était une vraie cocotte pendant ces JO. Il y avait un soutien inconditionnel et un peu comme pour tous les Jeux Olympiques, le public a répondu présent. Ça a été des vrais supporters. Ça change pas mal la donne parce que le volley français est habitué à jouer en terre hostile. En témoigne la Ligue mondiale, la VNL, pardon, où vous avez triomphé des Polonais en demi et où la finale contre le Japon s'est déroulé dans un contexte un petit peu hostile. Est-ce que ça change un peu l'habitude des joueurs de jouer avec un public qui le soutient? Ça peut paraître un peu spécial comme question, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps fréquent. Il n'y a pas énormément de compétitions organisées en France, contrairement à la Pologne. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'approche de la compétition pour les joueurs? Ouais, c'est un vrai plus depuis les derniers championnats d'Europe qui avaient été organisés en France, avec la première phase de poule à Montpellier, puis il y avait des matchs à Nantes et ensuite sur Bercy, et on avait déjà senti ça. Le fait qu'ils aient été champions olympiques. Après, moi je suis avec eux depuis 2022. On n'a pas énormément joué en France, mais à chaque fois qu'on a joué en France, on a senti une énorme vague. En 2022, on fait des matchs de préparation à Poitiers avant de partir en VNL, c'était plein. On fait des matchs de préparation à Montpellier avant de partir au championnat du monde, c'était plein. On fait des matchs de préparation. On fait Il y avait déjà un énorme élan à Orléans en 2023, c'était full. Plein. Il y avait déjà un énorme élan suite à Tokyo. Voilà. Non, clairement. Et ça, là-dessus, les joueurs, pareil, ils ont aussi réussi à trouver la maturité pour arriver à se servir de ça. C'est là que c'est impressionnant. Pas faire en sorte que ça les écrase, parce que ça peut aussi être écrasant. Et ils ont réussi à switcher quand il fallait pour se servir de ça et de temps en temps couper, faire leur bulle et être ultra focus sur ce qu'ils avaient à faire sans se perturber des fois par ce qui se passait autour. Alors toi qui étais à l'intérieur, est-ce que tu as réussi à déceler la manière dont ils ont réussi à switcher ou est-ce que tu étais le témoin oculaire et auditif de cela? Moi, ça s'est fait un peu tout l'été en fait, en restant dans notre bulle et en vivant tous les jours 24 heures sur 24 pratiquement. C'est l'équipe nationale par rapport au club, c'est en ça que c'est très très différent, c'est que on garde une unité de lieu, que ce soit pour s'entraîner ou pour vivre. Au club, on va passer 5-6 heures ensemble par jour, et puis derrière, c'est chacun fait sa vie chez soi, quoi. En équipe de France, on est tout le temps ensemble. Alors, ça veut dire que, si j'ai bien compris, tu sais, au rugby, nous, on a Marcoussis, qu'on appelle Malcatras. Et parce que, justement, tu restes en permanence entre joueurs et le staff. C'est ça. Et vous le positivez, alors? Voilà, et puis nous, c'est des concepts qu'on arrive à créer de temps en temps. Il n'y a pas de centre réellement, hormis le centre national de volleyball qui est basé à Montpellier pour les jeunes, pour la formation des jeunes. Nous, on n'a pas de Marcoussis, on n'a pas de Clairefontaine. On va où on arrive à trouver le meilleur spot et le meilleur compromis au niveau budgétaire pour la fédération aussi. Ouais. Et au niveau standing de ce que les joueurs aspirent aussi maintenant, parce que c'est vrai qu'ils ont un certain standing et que maintenant c'est difficile de leur refuser
d'être en dessous, quoi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous considérez qu'il est possible que ces 2 médailles d'or et ce retentissement extraordinaire fassent que vous puissiez attirer du monde? Et est-ce que la fédération est prête à avoir quelqu'un qui s'occupe de ça? Ça c'est une question très compliquée. Déjà, je pense à toutes les collectivités qui vont devoir construire des gymnases, je pense, parce que on refuse déjà énormément de licenciés dans tous les clubs en France, parce que le volley c'est pas de la garderie, et si on veut vraiment apprendre à nos enfants à faire du volley, on peut pas dépasser un certain quota par éducateur. Et là, c'est ce qui va se passer. Hein. On est déjà pratiquement au même nombre de licenciés à Fréjus que ce qu'on était la saison dernière. On n'a pas commencé à intervenir dans les écoles. Tu penses que justement les JO, c'est un réel boost. Ah ouais, quand même. Les JO, ça va apporter encore un peu Évidemment, plus. les JO, Ouais. les 15-20%. Ah ouais. les U20, Mais oui. Ah, c'est vrai, les ouais. U22. Mais oui. De partout, quoi. Cet été, il n'y a pas une compétition qui n'a pas été gagnée par la France dans laquelle on a pris part. Bien sûr. Non, ça me fait vraiment penser à la grande époque du handball quand il gagnait tout. J'ai un truc qui va être un petit peu à part de tout ce qu'on va dire, mais moi par contre, il y a un truc qui me choque un petit peu dans le volley, qu'il n'y a pas dans le handball par exemple, la différence de niveau international entre les garçons et les filles qui ont encore beaucoup de travail. On l'a vu pendant les JO. À quoi ça peut être dû, ça? Bah ça c'est dû à la détection, à les petites filles, qu'est-ce qu'on leur inspire à faire comme sport. Ça dépend du matériel que tu as au début et ensuite comment tu vas le transformer ce matériel. Donc déjà il faut le détecter et ensuite il faut pouvoir l'entraîner dans les bonnes conditions. Ouais. Je sais que Émile Rousseau a déjà fait un énorme travail à ce niveau-là. Il a unifié les façons de travailler dans les différents pôles espoirs. Qu'à l'époque c'était pas le cas. Il a envoyé plein de lignes justement de détection à privilégier au niveau des centres régionaux, départementaux, encore en dessut. D'accord. Donc c'est en cours de développement. On a une équipe de France qui a gagné la Challenge Cup pour la première fois, qui a participé cet été à la Volley Nations League pour la première fois. Donc c'est en cours, mais par contre c'est un processus ça va prendre du temps. Extrêmement long parce que le travail que vous faites maintenant avec les gamines de plus tard, vous l'aurez dans 10 ans. Ouais. C'est un peu parce que on le voit. Bon là, on prend il y a Cazot qui est au dessus. Il y a 2-3 joueuses qui sont dans les meilleurs championnats. Mais si on prend, il y a Amanda Silvestre. Voilà, il y a vraiment pas mal de joueuses. Mais à côté de ça, il y en a quelques-unes. Quand on regarde en France, dans les championnats français, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'étrangères venir et prendre la place des Françaises. Ça c'est toujours aussi le même problème, c'est que on n'a pas les moyens d'avoir nos meilleurs joueurs internationaux en France. L'expérience à l'étranger a été prépondérante dans les succès de Tilly. Il avait dit qu'il avait encouragé les joueurs à s'expatrier pour amener une plus-value, un peu comme au foot à l'époque de 98. Oui, et puis en étant joueur expatrié, on n'a pas le même niveau de responsabilité que tranquille à la maison, et que s'il y a le moindre problème, blessure ou quoi, on a la sécurité de la médecine du travail, ce qu'il n'y a pas à l'étranger. Ouais. Donc ça responsabilise d'autant plus dans son hygiène de vie, dans sa préparation physique, dans sa préparation mentale, et derrière dans ce qu'on attend de vous en tant qu'étranger. Quand on a le droit de prendre que 2 étrangères dans une équipe à l'étranger, l'étrangère a l'intérêt d'être bonne, parce que sinon on la dégage et puis là il n'y a pas de chômage. Bon, moi je refais un petit flashback là sur les JO parce qu'il y a un moment qui est évidemment charnière. Loïc, c'est France-Allemagne 0-2 quart de finale. On est au bord de l'élimination. Il y a un moment où on te voit, t'es perdu. Qu'est-ce qui se passe? Certains prennent la parole, c'est le coach qui rassure tout le monde. Est-ce qu'il y a de l'agacement parce que le deuxième set on le perd sans devoir le perdre, hein. On est largement devant l'Allemagne. C'est quoi l'ambiance, l'état d'esprit à ce moment-là? Non, c'est le switch un peu dans le même style que ce qui s'est passé à Tokyo, où à un moment donné tu te retrouves dos au mur et tu te dis bon, maintenant il faut lâcher les chevaux parce que si on les lâche pas maintenant, on va le regretter toute notre vie. Et c'est un peu ce qui s'est passé après la perte de ce deuxième set, où si tu veux jusque-là dans ce match-là, on sait que dans une compétition comme ça, le quart de finale c'est le match le plus important. Parce que tu sais que tu bascules dans le dernier carré ou t'es out. Ouais. Et donc si tu bascules dans le dernier carré, t'as une grande chance d'avoir une médaille et c'est l'objectif. Donc c'est le match sous tension par définition. Et ce match, on l'aborde vraiment, je pense, pour ne pas le perdre. Sauf que c'est pas comme ça que tu vas chercher un match. Non. Et au final, on se déverrouille complètement justement après ce deuxième set, là-dedans, en se disant, les gars, il faut qu'on joue. Il faut qu'on les agresse.
Et il faut qu'on y aille. Tu sois toi-même, quoi. Voilà, c'est ça, parce que si on se retrouve à jeter les armes, autant qu'on les fait avec tout ce qu'on avait dans le ventre. Mais je crois qu'il y a Erwin Ngapet qui avait dit dans les médias que, parce qu'on parlait tout à l'heure du public, oui. que s'il n'y a pas de public, celui-là, on le peut. Voilà, si c'est le même, il se joue à Tokyo il y a 3 ans, tu le gagnes pas. Et le public a vraiment... Il y a de grandes chances. Et derrière des paroles aux actes, on enchaîne, enfin vous enchaînez 9-7 d'affilée avec des scores qui sont complètement hallucinants. Je le rappelle, 20-21, 12 contre les Allemands. Ensuite c'est 21-21, 20-21-21 contre les Italiens champions d'Europe en titre. Et puis la Pologne, numéro 1 mondial qui passe, qui est balayé, qui est broyé par les Français, 19-20-23. L'été d'avant, contre ces équipes-là, on prenait 3-0, quoi. Bien sûr. Et non, là c'est... Il y a un contexte particulier du fait qu'on soit à la maison, qu'on soit en osmose avec notre public, avec notre équipe et qu'on sente qu'on soit bien, que la planification ait été millimétrée, que les gars sont arrivés au top à l'instant où il fallait. Et voilà. Et donc je sais pas si ça fait peur aux autres ou je sais pas. Je me suis pas trop posé des questions sur il y a eu aussi du coaching comment on abordait nos adversaires ces matchs-là. Mais en tout cas, nous, on était vraiment dans le fait de vouloir agresser. De vouloir agresser et de profiter de chaque instant, ce qu'on n'avait pas réussi à faire dans notre entame du match de l'Allemagne. Vous avez eu un rôle de catalyseur ou de calmant, vous les deux coachs? Non, je pense qu'on était autour en fait. Diapason. Ouais, on était autour. C'est eux qui géraient à l'intérieur ça. Nous, on a alimenté un petit peu ce qu'il fallait, mais la source c'est eux. La source c'est eux, nous on est juste autour en berger quoi. Rarement un coach dira que c'est pas les joueurs qui ont fait le boulot. Oui, mais si tu regardes quand l'équipe de France était en difficulté sous Laurenti, il y a eu des moments où c'est lui qui faisait ce qu'il fallait quoi. Il allait au feu. Le groupe est peut-être plus autonome. J'entendais Trevor Clévenot dire qu'ils avaient envie pendant ces JO de reproduire ce qui s'est passé à Tokyo. Et puis ceux qui étaient sur le terrain comme ceux qui étaient hors du terrain, je veux dire, ils ont apporté énormément. Mais j'ai pas le nom encore de tous ceux qui arrivent, mais celui-là qui rentre au 3e set contre l'Allemagne, le petit jeune. Théo Fort, une entrée qui est extraordinaire de Jean-Patry, mais qui avait déjà montré ça sur la Ligue des Nations aussi, en demi-finale contre la Pologne. Et puis c'est qu'il y a un collectif qui est. Non, tout l'été, on avait travaillé justement pour que chacun ait sa place, qu'elle soit clairement établie, que tout le monde sache qu'on attendait de tout le monde et que tout le monde soit ok et bien là-dedans. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, c'est ça la force d'une équipe aussi, c'est de savoir ses limites de temps en temps et de dire ok, c'est pas pour moi celui-là, et puis il y a l'autre qui arrive. C'est aux copains de prendre la suite. Et voilà, et là-dedans, ils sont juste phénoménaux. C'est le meilleur collectif qui a gagné ces JO. Je pense au double changement Antonio Fort. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre d'avoir un changement de cette qualité. Geoffroy également, bien sûr. La série de services en finale. Fantastique. Kevin Tilly, fantastique. Yacine Louati, qui nous sort un été aussi incroyable. Erwin Ngapet qui monte en puissance. Erwin qui revient quand il faut. Trevor qui a été monstrueux. Pour moi, c'était le joueur de... Les deux passeurs, on a réussi à leur trouver leur place aussi, parce que c'est ça aussi où ils étaient d'avant, où on poussait beaucoup sur Antoine, on servait un petit peu moins de Totti, et là on a vraiment réussi à trouver une place là-dedans, parce que on est une des nations les plus outillées à ce niveau-là, au niveau de la passe. C'est juste incroyable. Et en libéraux, t'es ce qu'il faut aussi. Au centre, pareil. Non, ça a été juste un été incroyable et qui s'est fait vraiment petit à petit, pierre après pierre, pour arriver au sommet. Moi, j'ai une question à te poser. Cette magnifique aventure, pour le moins extraordinaire, je suppose qu'elle va te servir, puisque là, tu rentres à la maison. On est depuis 2017-2018, on est en 2024, ça va faire la 7e saison. L'objectif cette année, vous continuez de vous voiler la face ou vous allez enfin dire maintenant on y va et au charbon? Oui. De toute façon, on continue de pousser au plus qu'on peut. Qu'est-ce qui vous manque? Cette année, il faudrait vraiment qu'on arrive en demi-finale. C'est ça clairement l'objectif. Après, voilà, c'est pareil, ça va se construire pierre par pierre. Ce qui nous manque là, surtout sur la fin de saison dernière, c'est d'avoir un collectif au complet. Ça nous a coûté quand même assez cher, je pense, l'année dernière. Ça a bien déstabilisé un petit peu tout. Et voilà, on va y travailler dur encore cette année. Et non, je pense que nous, il faut qu'on reste cohérent
avec nos moyens, en faisant un pas de plus chaque année. Il y en a eu un énorme de fait avec le centre de formation. Par les collectivités avec le changement avec du le sol changement de la du salle. sol aussi. Ah oui. Bien sûr. Ça fait très très longtemps qu'on se bat pour ça et là physiquement ça va être Moins de blessés, beaucoup plus facile de garder nos joueurs en bon état. Ouais, c'était une vraie demande. Et de pouvoir les entraîner encore plus, les rendre meilleurs. Donc voilà, écoute, on attaque notre 4e semaine de préparation. T'en es où? Tu la sens comment l'histoire? Bah écoute, le groupe se construit très bien. On a bien étoffé aussi le CFC, ce qui fait que là maintenant, avec les joueurs conventionnés, on a 16 joueurs à disposition, ce qu'on n'avait jamais eu. Oui, effectivement. Donc c'est très intéressant. Et puis voilà, comme je te dis, jour après jour, on va avancer, on va voir ce qu'ils sont capables de donner. Et voilà, mais moi par contre il faut vraiment que je switch sur les objectifs, que je redescende tout d'un cran par rapport à ce qu'on a fait cet été et que voilà, la première étape vraiment dans une préparation de saison, c'est trouver son identité, trouver quelles sont les compétences, quels sont les points faibles de chaque joueur, comment on va articuler tout ça, comment le groupe va se former, quelles sont nos forces, nos faiblesses, aussi mentales. Et de là, on va pouvoir vraiment construire quelque chose et enfin déterminer notre point de départ et affiner l'histoire et ensuite avancer. Ouais, ça se construit comme tu le disais, à travers les collectivités qui suivent et Fréjus suit. La salle a fait peau neuve. Il y a l'arrivée du challenge vidéo également cette année. Les tribunes c'est pour bientôt. Le CFC qui en a sa 2e année avec du coup un peu plus de valeur ajoutée pour toi. CFC centre de formation. Centre de formation exactement. Pour nos auditeurs. Des aspirants pro. Rapidement un petit point sur les départs. Le capitaine Swané Falafala qui quitte le club après 6 années je crois. Faut trouver un nouveau capitaine de service. Adzvar Ozolin que tu perds qui était un très bon joueur mais très embêté par les blessures, tu l'as évoqué pour l'année dernière, Lucas Solner, William Anissette et Yael Ribens. Du côté des arrivées, un passeur qui change un peu la donne à Fréjus parce que c'est pas le même gabarit, c'est plus physique. Da Silva, il est aguerri au joutes de Liga Marmara, Malofon Carnier et Maxence Atia, deux gros potentiels. Tobias Kier qu'on connaît très peu, tu nous en diras peut-être plus. Ouais. Et un libéro Maxime Chung, j'oublie pas également les CFC Melvin Ebanier issus du club et Malco Gio. Il y a beaucoup de jeunesse autour du poste de Recep Attaque, autour de Jérôme Clerc qui lui reste, tout comme les centraux et Corentin Suc évidemment. C'est quoi la hiérarchie au poste de Recep Attaque cette année avec Jérôme Clerc qu'on imagine évidemment sur le terrain? C'est quoi les places pour les autres? Bah, ce sera celles qui se mériteront. Non, écoute, on a Jérôme qui est là en taulier expérimenté. On a Tobias Gir, donc notre réceptionneur attaquant nouveau danois, sur un profil un petit peu d'Alexei Kliamar comme il y avait l'année dernière à Cannes. D'accord. Qui sort d'un bel été où ils ont fait un grand pas vers la qualification au championnat d'Europe 2026. C'est très particulier parce qu'ils ont fait 2 matchs cet été et ils refont 2 matchs l'été prochain pour se qualifier pour les championnats d'Europe 2026. D'accord. Et ils ont notamment réussi à éteindre la Turquie 3-0 chez eux. Turquie qui est une grosse nation. Ouais, quand même. Et voilà, Tobias fait un joli match là-dedans, donc ça annonce des bonnes choses. Malo, pareil, qui annonce aussi, comme tu dis, un beau potentiel à développer. Voilà, Melvin, pareil, qui offensivement est assez impactant, tu le connais bien. Bien sûr. Donc non, voilà, il y a du matériel également à la et pointe. après voilà Joshua, sur les oui. autres postes, voilà, Joshua qui sera aussi bien en responsabilité cette année. Non, le collectif est intéressant. On l'a construit pour ça. On aime bien avoir, voilà, pas forcément un set titulaire, même s'il va s'en dessiner un petit à petit, mais tout le monde peut jouer à la place de tout le monde. Et j'hésiterai pas à me servir de mes 6 changements par 7. Et des valeurs ajoutées que le club peut te procurer avec les jeunes. Ça va être une saison ramassée. Il y a que 10 clubs cette année. Il y a pas Cannes qui, normalement, évidemment, est remonté avec les moyens qui étaient les leurs. C'était la moindre des choses. Tu vas forcément me dire que le principal adversaire, c'est vous, c'est votre championnat à vous. Mais comment tu vois cette année de Ligue B? Bon, un petit peu comme les précédentes, si tu veux, où c'est un championnat où en termes de moyens, ça reste assez équilibré et donc les équipes sont ultra homogènes. Donc
Voilà, j'attends une grosse bataille tous les week-ends et puis voilà, essayer d'en sortir vainqueur. Voilà, le Ça plus commence possible. Ça commence le 12 octobre finalement. À la maison ou à l'extérieur? Initialement prévu le 28 septembre. Ok. Et puis la Ligue a décidé de repousser le début 2 semaines plus tard. Bon, Ce 2 qui semaines de est, préparation en plus. Ce qui est pour moi clairement un gros manque de respect envers tous les staffs qui Évidemment. travaillent pour Évidemment. mettre en place des Et planifications, c'est pas la des première fois qu'ils manquent de programmations. respect. Non, oui, la Ligue B, on a l'air de pas trop les intéresser, je pense. Je crois. Hein. Mais non, on va leur montrer qu'on en vaut la peine. Et pour ça, il y a que le terrain qui parlera. Hein. J'avais juste, avant qu'on se quitte là-dessus, j'avais une petite question. Maintenant qu'on a un entraîneur en Ligue B qui est champion olympique, est-ce que tu penses que ton regard vis-à-vis des arbitres, vis-à-vis des autres équipes, ça peut avoir un impact positif pour ton équipe et que ça peut jouer un petit peu sur peut-être arbitrer parce qu'on sait qu'il y a un petit peu de voilà, vous avez des arbitres, des fois on met un peu pression, on fait un peu tout ça. Si je peux m'en servir, j'hésiterai pas. On espère bien quand même. Et maintenant, voilà, il y a le challenge vidéo qui va aussi faire beaucoup de bien parce que c'est vrai que pour moi déjà aussi toutes les saisons précédentes de passer d'étés internationaux avec des challenges à non-challenge, on est habitué à voir des situations où on sait que quand on prend le challenge c'est point pour nous et là on peut pas, on doit juste avaler ça et dire ok c'est pas La grave. frustration elle doit être Et donc là non, ça va faire du bien, je pense que ça va faire progresser aussi notre corps arbitral et puis voilà, et puis nous ça va nous rassurer aussi. Donc c'est une très bonne chose. Mais donc au moins tu sais que s'il y a faute et que c'est visualisé dans ta tête, ça s'évapore plus vite et tu peux repartir plus facilement au point d'après. Bien sûr. En tout cas Loïc, merci beaucoup d'avoir fait partager cette belle aventure. Encore félicitations parce que vous avez fait vibrer tous les Français, vous et bien sûr tous les athlètes qui ont participé par athlète, mais vous avez fait partie de ceux qui ont fait vibrer vraiment les Français et qui ont réuni des millions de personnes devant la télé pour vibrer avec vous. Merci beaucoup en tout cas. C'était avec grand plaisir.